Mon père m'a abandonné dans une gare routière à 15 ans pour voler mon héritage. 10 ans plus tard, j'ai détruit sa vie et celle de ma belle-mère quand ils ont tenté de faire la même chose avec un autre enfant. Mon nom est Clara, et à 15 ans j'ai découvert que parfois les personnes qui devraient nous aimer sont celles qui nous trahissent le plus. Tout a commencé un matin de mardi, quand mon père m'a réveillée trop tôt, avec ce sourire forcé que j'avais appris à craindre. Mais quelque chose de joli, Clara. On va faire un tour aujourd'hui. Ce n'était pas habituel qu'il m'emmène quelque part depuis qu'il s'était marié avec Patricia 6 mois auparavant. Elle était arrivée dans nos vies comme un ouragan, apportant avec elle 2 enfants et une liste infinie d'exigences. Soudain, notre modeste maison n'était plus suffisante. Ma chambre devait être partagée. Mes livres furent rangés pour faire place aux jouets de ses enfants. Où allons-nous ? Demandai-je, encore à moitié endormi. C'est une surprise, répondit-il, mais il y avait quelque chose dans sa voix qui m'inquiéta. Durant le petit déjeuner, Patricia m'observait avec ce sourire glacé que je connaissais bien. Ses enfants, Bruno de 10 ans et Mariana de 12, mangeaient en silence. Depuis qu'elle avait emménagé chez nous, les repas étaient devenus tendus, pleins de regards significatifs et de conversations chuchotées qui s'arrêtaient quand j'entrais dans la pièce. « Et tu es sûre qu'elle est prête pour ça ?» murmura Patricia à mon père, comme si je n'étais pas là. « Elle s'en sortira bien. Elle est indépendante, elle l'a toujours été. » Indépendante. Ce mot était devenu l'euphémisme préféré de mon père pour renégliger. Depuis que ma mère était morte dans un accident de voiture 3 ans auparavant, j'avais appris à cuisiner, à m'occuper de la maison, à résoudre mes propres problèmes. Non pas parce qu'il me l'avait enseigné, mais parce qu'il n'y avait pas d'alternative. Dans la voiture, j'essayais de converser, mais il était distrait, vérifiant son portable au feu rouge. La musique jouait doucement, mais je pouvais sentir la tension irradier de lui comme la chaleur d'une fournaise. « Papa, tout va bien ? Tu sembles nerveux. » « Je vais bien, ma fille. Je réfléchis juste à quelques trucs. » Quelques trucs. Toujours quelques trucs quand il ne voulait pas expliquer. Ces derniers mois, notre vie était devenue une série de quelques trucs non expliqués. Changement d'habitude, conversation interrompue, papier qu'il cachait quand j'entrais dans le bureau. Quand je réalisais où nous allions, mon estomac se noua. La gare routière. Le grand bâtiment de béton où les bus arrivaient et partaient vers des destinations lointaines que je ne connaissais que par les noms sur les panneaux. Pourquoi sommes-nous ici ? Il se gara dans une place près de l'entrée principale et resta silencieux un moment, les mains encore sur le volant. « Clara, tu es une fille intelligente. Tu l'as toujours été. Plus mature que la plupart des filles de ton âge. » Quelque chose de froid se répandit dans ma poitrine. « Papa, qu'est-ce qui se passe ? » Patricia et moi. Nous traversons quelques problèmes financiers. Nous avons besoin de temps pour nous réorganiser. Je peux trouver un emploi à mi-temps. Ou vendre quelques-uns de mes livres. Ce n'est pas ça, ma fille. Il me regarda finalement, et je vis quelque chose que je n'avais jamais vu dans ses yeux auparavant. Une froideur qui me fit reculer instinctivement. Tu vas rester chez ta tante Sonia pendant quelque temps. À Brasilia. Tante Sonia. Je me souvenais à peine d'elle. La sœur cadette de ma mère, qui avait déménagé dans la capitale des années auparavant et que nous visitions peut-être une fois par an. Dans les rares conversations téléphoniques auxquelles j'avais assisté, elle et mon père ne semblaient pas bien s'entendre. Mais papa, et l'école ? Et mes amis ? Et toi ? Tu t'adapteras. C'est temporaire. Il sortit de la voiture et ouvrit le coffre. Ce n'est qu'alors que je vis la valise bleue que je reconnus de sa chambre. Elle était pleine de mes vêtements, empaquetés n'importe comment. Tu as déjà fait mes affaires ? Patricia a aidé. Nous avons essayé de prendre l'essentiel. Patricia. Bien sûr que c'était elle. Je pouvais imaginer la satisfaction avec laquelle elle avait plié mes vêtements, décidant ce que j'emmènerais et ce qui resterait. Elle s'était probablement débarrassée de tout ce que j'aimais le plus. Papa, je ne comprends pas. Pourquoi je ne peux pas rester ? Je promets que je ne dérangerai pas. Je peux dormir sur le canapé si Mariana et Bruno ont besoin de la chambre. Clara. Sa voix était impatiente maintenant. Et tu dois apprendre que les choses ne sont pas toujours comme on le voudrait. Parfois nous devons faire des sacrifices. Des sacrifices. Comme si j'étais un sacrifice qu'il faisait, et non sa fille abandonnée. À l'intérieur de la gare routière, le mouvement me donna le vertige. Des gens courant avec leurs bagages, des annonces résonnant dans les haut-parleurs, l'odeur de café mélangée au gazole des bus. Mon père marcha directement vers le guichet de la compagnie qui desservait Brasilia.
Un billet pour la capitale. Bus de 2 heures. Aller simple, demanda l'employé. Aller simple. Les mots me frappèrent comme un coup de poing à l'estomac. Aller simple. Ce n'était pas temporaire. Il se débarrassait de moi définitivement. Papa. Voici ton billet. Le bus part du quai 7. Ta tante va venir te chercher là-bas. Il me donna le billet et une enveloppe. Il y a 200 reais là-dedans pour les urgences. Ça devrait suffire. 200 reais. Pour toute une nouvelle vie. Tu ne vas pas attendre avec moi? Je dois rentrer. Patricia m'attend. Bien sûr qu'elle m'attendait. Probablement en train de fêter à la maison, enfin libre de la belle-fille gênante qui perturbait ses plans de famille parfaite. Il me fit un câlin rapide, mécanique, comme s'il accomplissait une obligation. Prends soin de toi, Clara. Tu es forte, tu t'en sortiras bien. Et puis il partit. Il se retourna simplement et marcha vers la sortie, sans regarder derrière lui. Je restai là debout, tenant la valise bleue et l'enveloppe froissée, le regardant disparaître dans la foule. Il restait encore 3 heures avant le départ du bus. Je trouvai un banc près du quai 7 et m'assis, essayant de traiter ce qui venait d'arriver. Autour de moi, d'autres personnes attendaient leur bus. Des familles entières voyageant ensemble, des couples se disant au revoir avec des promesses de s'appeler, des étudiants rentrant chez eux. Tout le monde semblait avoir un endroit où aller, des gens qui les attendaient. Moi, j'avais une tante qui me connaissait à peine et qui n'avait probablement aucune idée que j'arrivais. J'essayais de l'appeler avec mon portable, mais l'appel alla directement sur la messagerie. J'essayais encore 2 fois. Rien. Soit elle était occupée, soit mon père avait menti en disant qu'il l'avait prévenue. Les heures passèrent lentement. J'achetai un soda et un sandwich avec l'argent qu'il m'avait donné, plus par nécessité que par faim. Le goût était celui du carton, mais je me forçais à manger, sachant que j'aurais besoin d'énergie. À 2h15, alors que j'étais déjà dans la queue pour embarquer, mon téléphone sonna. Numéro inconnu. Allô? Clara? Ici tante Sonia. Je viens de recevoir un message de ton père disant que tu viens à Brasilia. C'est vrai? Sa voix était confuse. Un peu irritée. Oui. Je suis à la gare routière, sur le point d'embarquer. Mais nous n'avions rien convenu. Je ne suis même pas à la maison, je suis en voyage d'affaires. Je ne reviens que vendredi. Vendredi. C'était mardi. 4 jours. Il ne t'avait pas prévenu avant? Il m'a envoyé un message il y a 1 heure disant que tu étais en route et qu'on parlerait quand je rentrerais. Clara, qu'est-ce qui se passe là-bas? La queue avança, et je me retrouvai poussée vers le bus. Tante, je ne sais pas bien expliquer. Papa a dit que c'est temporaire, qu'ils ont des problèmes financiers. Quels problèmes financiers? Il a vendu la maison de ta mère il y a 6 mois pour un excellent prix. La maison de ma mère. La maison où j'avais grandi, où étaient encore gardées les affaires d'elle que je pensais pouvoir revoir un jour. Vendue. Et je n'étais même pas au courant. Et Clara, écoute. N'embarque pas encore dans ce bus. Laisse-moi appeler ton père et comprendre ce qui se passe. Je suis déjà presque en train de monter. Alors sors de la queue. Va dans un endroit sûr et attends-moi. Mais les gens derrière moi me poussaient, le chauffeur était impatient, et soudain j'étais dans le bus, cherchant ma place. L'appel fut coupé, perdu dans le bruit des moteurs et des conversations. Je m'assis près de la fenêtre et regardai à travers la vitre pendant que le bus quittait la gare routière. La ville où j'étais née et avait grandi s'éloignait lentement, et je ne savais pas si je la reverrais un jour. Durant le voyage, j'essayais d'appeler ma tante plusieurs fois, mais le signal était mauvais sur la route. Je réussis à envoyer quelques messages WhatsApp, expliquant que j'étais déjà dans le bus et que j'arriverais vers 8 heures du soir. Ses réponses devenaient de plus en plus inquiètes. Elle essayait de reporter ses rendez-vous pour revenir plus tôt, mais ne pourrait pas arriver avant jeudi. Elle m'envoya l'adresse et dit qu'elle laisserait la clé chez la voisine. Il y a de la nourriture dans le frigo et ton lit est fait dans la chambre d'amis. On parlera quand j'arriverai et on résoudra cette confusion. Confusion. Pour elle, c'était une confusion. Pour moi, c'était toute ma vie qui était détruite. En arrivant à Brasilia, la ville me parut énorme et effrayante. Les lumières s'étendaient aussi loin que ma vue pouvait porter, des immeubles hauts et des rues larges qui n'avaient aucun sens pour une fille habituée à une petite ville de l'intérieur. L'appartement de tante Sonia se trouvait dans un ensemble résidentiel moderne, plein de tours identiques qui me confondirent complètement. Il me fallut 40 minutes et 3 appels à la réception pour trouver le bon immeuble.
La voisine qui me donna la clé était une dame sympathique, mais curieuse. Elle posa plusieurs questions sur ma famille et pourquoi j'arrivais seule si tard. J'inventai une histoire sur les vacances scolaires et un traitement médical de ma tante, mais je remarquai qu'elle n'y croyait pas complètement. L'appartement était petit mais organisé. 2 chambres, un salon intégré avec la cuisine, et un balcon avec vue sur d'autres tours identiques. Dans la chambre d'amis, je trouvai un lit simple avec des draps propres et un petit bureau simple. Sur la commode, des photographies de ma tante en voyage et remise de diplômes. Une vie construite indépendamment, sans place évidente pour une adolescente perdue. Dans le frigo il y avait un mot, Clara, j'espère que tu es bien arrivée. Il y a des lasagnes surgelées et de la salade prête. Je reviens jeudi après-midi. En cas d'urgence, appelle Donna Rosa du 302. Bisous, tante Sonia. Je mangeais les lasagnes en silence, assise à la table de la cuisine, regardant par la fenêtre les lumières de la ville. J'essayais d'appeler mon père 3 fois. Tous les appels allèrent sur la messagerie. Finalement je pus pleurer. Pas les pleurs contrôlés que j'avais retenus toute la journée, mais des sanglots profonds qui venaient de quelque part dans ma poitrine dont je ne savais même pas qu'il existait. Je pleurais pour ma mère, qui était morte et m'avait laissé vulnérable. Je pleurais pour la maison qui fut vendue sans que je le sache. Je pleurais pour le père qui m'avait jeté comme un objet gênant. Mais surtout je pleurais pour moi-même. Pour la fille de 15 ans qui s'était réveillée ce matin-là en pensant qu'elle avait une famille et qui se retrouvait maintenant seule dans une ville étrangère, dépendant de la bonté d'une tante qui me connaissait à peine. Cette première nuit, allongée dans un lit qui sentait l'adoucissant inconnu, regardant le plafond peint d'une couleur qui n'était pas celle de ma chambre, je pris une décision. Peu importait ce que mon père avait planifié, peu importait s'il s'attendait à ce que je disparaisse silencieusement de sa vie. J'allais découvrir la vérité sur pourquoi il m'avait abandonnée. Et quand je la découvrirais, j'allais faire en sorte qu'il regrette d'avoir sous-estimé la fille qu'il pensait pouvoir simplement jeter. Le lendemain matin, je me réveillai au son des klaxons et du trafic, très différent du silence de ma ville natale. Pendant un moment confus, je ne savais pas où j'étais. Puis la réalité revint comme une vague froide, j'étais à Brasilia, abandonnée par mon propre père. Je préparai un café simple et m'assis à la table avec le téléphone à la main. Je devais comprendre ce qui s'était réellement passé. Je commençai par appeler mon ancienne école. Secrétariat, bonjour. Salut, ici Clara Mendes, de la classe de seconde. Je voulais savoir si mon père a annulé mon inscription. Il y eut une pause. Laisse-moi vérifier. Oui, Clara. Ton père est venu ici hier matin tôt et a tout annulé. Il a dit que tu déménageais à Brasilia pour des raisons familiales. Hier matin tôt. Avant même de m'emmener à la gare routière, il avait déjà annulé mon inscription. Ce n'avait pas été une décision de dernière minute. Il a laissé un document? Un transfert? Non, juste annulé. Tu vas bien, ma chérie? Ta voix semble. Je raccrochai avant qu'elle puisse terminer sa question. Appel suivant, ma meilleure amie, Julia. Clara. Que c'est bien que tu appelles. Qu'est-ce que c'est que cette histoire que tu as déménagé? Ta voisine a dit qu'elle t'a vu partir avec une valise hier. Julia, j'ai besoin que tu me rendes un service. Tu peux passer chez moi et voir s'il y a quelqu'un? Bien sûr, mais qu'est-ce qui se passe? Tu me fais peur. Va juste là-bas, s'il te plaît. Et dis-moi ce que tu vois. 1 heure plus tard, elle me rappela. Clara, il y a un panneau à louer devant ta maison. Et j'ai vu des hommes sortir des meubles. On dirait que quelqu'un déménage. Ma maison. La maison où j'avais grandi, où étaient gardés tous les souvenirs de ma mère. Non seulement vendue, mais vidée pendant que j'étais loin. Tu vois mon père ou Patricia? Non, juste les hommes du déménagement. Mais Clara, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Personne ne comprend rien. J'expliquai à Julia ce qui s'était passé. Elle fut choquée, proposant de parler à ses parents, de m'aider d'une façon ou d'une autre. Mais que pouvait-elle faire? Elle n'était qu'une adolescente comme moi. Durant les 2 jours suivants, jusqu'à l'arrivée de tante Sonia, je me transformais en détective de ma propre vie. J'appelais tous les contacts dont je pouvais me souvenir. Voisins, collègues de travail de mon père, même quelques mères de camarades d'école. Peu à peu, un tableau perturbant commença à se former. Donna Carmem, notre voisine depuis 10 ans, me raconta que Patricia avait commenté sur le fait d'avoir enfin la maison rien que pour sa famille. Monsieur Joao, qui travaillait avec mon père, mentionna qu'il avait démissionné il y a 3 semaines, mais disait à tout le monde qu'il avait eu une promotion.
Mais l'appel le plus révélateur vint de la mère de Béatrice, ma camarade de classe. « Clara, ma chérie, que c'est bon d'entendre ta voix. Ta belle-mère est passée ici hier chercher des documents à toi. Elle a dit que tu étais internée pour un traitement psychologique et qu'ils avaient besoin de quelques trucs de l'école. » Internée pour traitement psychologique. C'était la version qu'il répandait. Quels documents elle voulait? Bulletin scolaire, carnet de vaccination. Des trucs comme ça. Elle a dit qu'il déménageait définitivement et devait régulariser ta situation. Vous lui avez donné les documents? Bien sûr que non. J'ai trouvé ça très bizarre. Si tu étais internée, pourquoi elle ne demandait pas directement à l'école? Et pourquoi ce n'était pas ton père? J'ai dit qu'elle devrait résoudre ça par les canaux officiels. Patricia essayait d'effacer mes traces, de collecter tout ce qui pourrait me connecter à ma vie précédente. Mais pourquoi? Le jeudi après-midi, quand tante Sonia arriva finalement, j'avais déjà une liste de questions et un dossier improvisé avec toutes les informations que j'avais réussi à rassembler. Elle était plus petite que je me souvenais, avec des cheveux courts grisonnants et des yeux fatigués. Elle arriva portant une petite valise et une expression inquiète. « Et Clara, ma fille. » Elle m'étreignit fort, et pour la première fois en plusieurs jours je me sentis un peu en sécurité. « Quelle confusion ton père a-t-il créée ?» Nous nous assîmes dans le salon et je racontai tout. Elle m'écouta en silence, prenant des notes dans un petit carnet, demandant parfois que je répète un détail. « Et tu as dit qu'il a vendu la maison de ta mère? » C'est ce que tu m'as dit au téléphone. Je ne le savais même pas. Elle secoua la tête, irritée. Cette maison était au nom de ma sœur. Comment a-t-il réussi à la vendre? Je ne sais pas, mais il y a plus. Je lui montrai tout ce que j'avais découvert ces derniers jours. Ils répondent que je suis internée, et Patricia essaie de récupérer mes documents. Tante Sonia resta silencieuse pendant un long moment, analysant mes notes. Clara, je dois te dire quelque chose sur ta famille que tu ne sais peut-être pas. Elle se leva et alla vers une armoire, en sortant un dossier de documents. Ta mère était très préoccupée par ta sécurité financière. Quand elle est morte, elle a laissé des choses spécifiques pour toi. Quel genre de choses? Un compte épargne qu'elle alimentait depuis ta naissance. Son assurance vie. Et la maison. Elle ouvrit le dossier. La maison n'était pas au nom de ton père, Clara. Elle était au nom de ta mère, et quand elle est morte, elle t'est revenue. Mon monde s'arrêta. Comment ça, elle m'est revenue? Tu es mineure, donc ton père avait l'administration des biens. Mais légalement, la maison est à toi. Il ne pourrait pas la vendre sans autorisation judiciaire, en présentant une très bonne justification. Mais il l'a vendue. Illégalement. Et s'il essaie de te faire disparaître, d'effacer tes traces, c'est parce qu'il sait qu'il a commis un crime. Nous passâmes le reste de l'après-midi à appeler cartoir, banque, cabinet d'avocats. Tante Sonia avait des contacts de quand elle travaillait dans le secteur juridique, et savait exactement où chercher les informations. Ce que nous découvrîmes me rendit malade. Mon père avait falsifié ma signature sur plusieurs documents, alléguant que j'avais accepté la vente de la maison pour financer mon traitement médical. Il avait bougé le compte épargne que ma mère m'avait laissé, transférant l'argent sur ses comptes personnels et ceux de Patricia. Mais le pire était à venir. « Clara, j'ai trouvé ici une demande d'internement d'office en ton nom, dit tante Sonia, la voix tendue. Datée d'il y a 3 jours. Internement d'office? Pour traitement psychiatrique. Alléguant que tu es un danger pour toi-même et pour les autres. Il a obtenu 2 signatures médicales, probablement en soudoyant quelqu'un ou en inventant des symptômes. La réalité me frappa comme la foudre. Mon père ne m'avait pas abandonné par impulsion ou par problème financier. Il avait planifié de me faire interner de force pour avoir le contrôle total sur mes biens. Quand je refusais d'embarquer ce jour-là, parce que je ne savais même pas que c'était ce qu'il voulait, le plan B était de m'abandonner et de me faire disparaître de sa vie. Tante, qu'est-ce qu'on fait? On se bat, Clara. On va récupérer chaque centime qu'il t'a volé, chaque document falsifié, chaque mensonge qu'il a dit. Elle prit mes mains. Mais d'abord, on va te mettre officiellement en sécurité. Je vais demander une garde provisoire et dénoncer tout ce qu'il a fait. Cette nuit-là, allongée dans la chambre d'amis qui devenait mon refuge, je pensais à l'homme que j'avais appelé père pendant 15 ans. Comment quelqu'un pouvait-il changer autant? Ou avait-il toujours été ainsi, et je ne l'avais juste pas remarqué parce que j'étais enfant? Une chose je savais, il avait complètement sous-estimé la fille qu'il pensait pouvoir détruire. Et maintenant il devrait affronter les conséquences de chaque mensonge, chaque document falsifié, chaque réal volé.
La guerre ne faisait que commencer. Le vendredi matin, je me réveillais avec tante Sonia déjà au téléphone, parlant avec quelqu'un de documentation frauduleuse et des appropriations indues de mineurs. Sa voix était ferme, professionnelle, très différente de la femme inquiète qui était arrivée hier. Oui, docteur, elle est avec moi et en sécurité. J'ai besoin que vous analysiez ces documents en urgence. Quand elle raccrocha, elle vint jusqu'à la cuisine où je prenais mon petit déjeuner. Prépare tes affaires, Clara. On va régler ça aujourd'hui même. Pour aller où? D'abord, au cartoir où a été enregistrée la vente de la maison. Ensuite à la banque où étaient tes comptes. Et puis, si tout se passe comme je l'espère, directement au commissariat pour déposer plainte. Le cartoir était un vieux bâtiment au centre de Brasilia, avec cette odeur de vieux papier et de tampons. Le notaire, Dr Enrique, était un homme sérieux qui connaissait tante Sonia de l'époque où elle travaillait dans le juridique. Sonia, c'est très grave ici, dit-il, analysant des copies des documents que nous avions réussi à rassembler. La signature de la mineure est clairement falsifiée. Regardez ici. Il mit côte à côte une copie de mon bulletin scolaire avec ma vraie signature et les documents de vente de la maison. Ce n'est même pas une falsification bien faite. On dirait qu'ils ne se sont même pas souciés de camoufler. Ça peut être annulé, demandai-je. La vente? Oui, si on prouve la falsification, ce qui est évident. Mais l'argent? Il fit une expression inquiète. S'il a déjà été dépensé, ça peut être plus compliqué à récupérer. À la banque, la situation empira encore. La gérante nous montra l'historique du compte épargne que ma mère avait ouvert pour moi. Il y avait plus de 80 000 reais accumulés au fil des années, argent de son assurance vie, de la vente de quelques bijoux et des dépôts mensuels qu'elle faisait religieusement. Tout avait été retiré par tranches ces 6 derniers mois. Je vois ici que les retraits ont toujours été faits par le responsable légal de la mineure, avec une documentation apparemment régulière, expliqua la gérante. Mais s'il y a suspicion de fraude? Il y en a, dit tante Sonia fermement. Et nous voulons des copies de tout. Chaque document, chaque signature, chaque justification présentée pour les retraits. Pendant que nous attendions les copies, je m'assis sur une chaise de la banque essayant de traiter les chiffres. 80 000 reais. C'était plus d'argent que je n'avais jamais imaginé avoir. Et mon père avait tout dépensé, probablement pour financer la vie luxueuse qu'il menait avec Patricia et ses enfants. L'après-midi fut au commissariat de l'enfant et de l'adolescent. Le commissaire, Dr Santos, était un homme plus jeune que je ne m'y attendais, avec un bureau rempli de dossiers similaires au mien. Malheureusement, ce n'est pas le premier cas d'appropriation indue impliquant des mineurs que nous voyons ici, dit-il, pendant que tante Sonia organisait tous les documents que nous avions collectés. Mais la complexité de celui-ci est impressionnante. Vente frauduleuse d'immeubles, appropriation de comptes bancaires, falsification de documents, tentative d'internement d'office. Votre père a été très créatif. Qu'est-ce qui se passe maintenant, demandai-je. Maintenant nous enquêtons. Je vais émettre un mandat de perquisition pour la résidence où il vit actuellement avec son épouse. Nous voulons des ordinateurs, des documents, des relevés bancaires. Et je vais demander le blocage immédiat de tous les comptes à son nom et celui de son épouse. 3 jours plus tard, le lundi, le téléphone de l'appartement de tante Sonia sonna à 6 heures du matin. C'était Dr Santos. Vous pouvez venir au commissariat? Nous avons des nouvelles. Quand nous y arrivâmes, nous trouvâmes mon père dans la salle d'attente, menotté, avec l'expression la plus furieuse que j'ai jamais vue. Patricia était à côté de lui, pleurant dramatiquement. Cette gamine ingrate a détruit notre famille, cria-t-elle quand elle me vit. Tout était réglé, elle allait avoir un traitement adéquat, et maintenant? Madame, vous pouvez rester silencieuse ou quitter le commissariat, l'interrompit Dr Santos. À vous de choisir. Dans la salle réservée, le commissaire nous expliqua ce qu'ils avaient trouvé. La perquisition a été très productive. Nous avons trouvé sur son ordinateur des dizaines d'emails échangés avec son épouse planifiant toute cette opération. Ils étaient ensemble dans ça depuis le début. Il nous montra des impressions d'emails qui me glacèrent le sang. Regardez celui-ci, d'il y a 2 mois, la gamine soupçonne quelque chose. Nous devons accélérer le processus avant qu'elle ait 16 ans et puisse contester les décisions légalement. Et celui-ci, de l'épouse, j'ai déjà parlé avec Dr Medero. Il signe le rapport psychiatrique pour 5 000 reais. Avec ça, nous obtenons l'internement et vous gardez l'administration définitive des biens. Mon estomac se retourna. Ils avaient planifié de me faire interner de force basée sur un rapport médical acheté.
Il y a plus, continua Dr Santos. Nous avons aussi trouvé une conversation où ils discutent de vendre la maison et de faire disparaître la gamine loin, où personne ne pourra la trouver. Me faire disparaître? Apparemment le plan original était de te laisser dans une clinique psychiatrique dans un autre état, en utilisant une fausse identité. Tu aurais simplement disparu du système. Tante Sonia serra ma main. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce qu'elle a été intelligente, dit Dr Santos, me regardant avec quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. Quand vous avez refusé d'embarquer dans ce premier bus et appelé votre tante, vous avez bouleversé tout leur plan. Et maintenant? Maintenant votre père va répondre d'appropriation indue, falsification de documents, tentative de fraude et abandon de mineurs. Son épouse aussi, comme co-auteur. Et le médecin qui a accepté de l'argent pour falsifier un rapport psychiatrique à une détention préventive décrétée. Des semaines passèrent avant que tout commence à se résoudre légalement. Je restai vivre avec tante Sonia, qui demanda officiellement ma garde. La maison fut rendue à mon nom, bien que nous ayons dû indemniser les acheteurs qui avaient aussi été trompés. L'argent des comptes fut plus compliqué, la plus grande partie avait été dépensée, mais nous réussîmes à bloquer quelques propriétés que mon père avait achetées au nom de Patricia. Le plus étrange était l'attention de la presse. L'histoire d'une adolescente qui avait démasqué son propre père devint une nouvelle nationale. Les journalistes me cherchaient, des émissions TV voulaient des interviews, les gens dans la rue me reconnaissaient. Et tu n'as pas besoin de parler à aucun d'entre eux, m'assurait tante Sonia. Ça va passer. Mais je voulais parler. Je voulais que tout le monde sache quel genre d'homme mon père était vraiment. Que Patricia n'était pas une belle-mère innocente, mais une calculatrice qui avait planifié de me détruire dès le premier jour. La première interview fut pour un programme local de télévision. Je m'assis dans le fauteuil rouge du studio, avec les lumières chaudes sur le visage, et racontai mon histoire. Le présentateur, Monsieur Augusto, était gentil mais posait les bonnes questions. Clara, quand avez-vous réalisé que votre père n'allait pas revenir vous chercher? Je pense qu'au fond j'ai toujours su. Il avait complètement changé après s'être marié avec Patricia. C'était comme si j'étais devenue un obstacle dans la vie qu'il voulait construire. Et comment vous sentez-vous maintenant, sachant qu'il peut prendre jusqu'à 10 ans de prison? Je réfléchis bien avant de répondre. Je sens que la justice est en train d'être rendue. Ce n'est pas de la vengeance. C'est lui faire comprendre qu'il ne peut pas détruire la vie d'une personne, même si c'est sa fille, pour de l'argent. Après l'interview, des lettres commencèrent à arriver. Des centaines. D'autres enfants et adolescents qui avaient vécu des situations similaires. Des parents qui volaient leurs enfants. Des belles-mères cruelles. Des familles qui se défaisaient par cupidité. Je les lus toutes. Chaque histoire me brisait le cœur, mais me donnait aussi de la force. Je n'étais pas seule. Quelques semaines plus tard, durant une des audiences au tribunal, je vis mon père pour la première fois depuis ce jour à la gare routière. Il avait maigri, avait la barbe mal rasée, et me regarda avec une expression qui mélangeait colère et quelque chose que je n'arrivais pas à identifier. Quand le juge demanda s'il voulait dire quelque chose avant le verdict, il se leva. « C'est ma fille, dit-il, la voix étranglée. Je voulais juste garantir son avenir. » En volant l'argent que sa mère lui avait laissé, rétorqua le procureur. J'allais tout rendre. C'était juste le temps qu'on se stabilise. Monsieur Mendes, l'interrompit le juge. Vous avez essayé d'interner votre fille mineure basée sur des rapports faux, pour avoir accès permanent à ses biens. Vous avez vendu illégalement la maison qu'elle avait héritée de sa mère. Et quand vous avez réalisé que vous seriez découvert, vous l'avez abandonnée dans une gare routière comme si c'était un déchet. Quel avenir garantissiez-vous pour elle? Mon père ne répondit pas. Il s'assit simplement, tête baissée. Le verdict fut 7 ans de prison pour lui, 4 pour Patricia. Le médecin qui falsifiait les rapports prit 3 ans. En plus de la prison, il devrait rembourser tout l'argent volé, avec intérêt et correction. En sortant du tribunal, plusieurs personnes m'abordèrent. Certains pour montrer leur soutien, d'autres pour critiquer une fille qui détruisait sa propre famille. « Vous regrettez d'avoir dénoncé ?» demanda une journaliste, enfonçant un micro dans ma figure. « Je regretterais si je n'avais pas dénoncé, répondis-je. Combien d'autres enfants aurait-il pu blesser s'il était resté libre? Le soir, dans l'appartement de tante Sonia, je pus enfin me détendre. Elle prépara mon thé préféré, quelque chose qu'elle découvrit que j'aimais et que mon père n'avait jamais remarqué, et nous nous assîmes sur le balcon regardant les lumières de la ville. « Comment vous sentez-vous » me demanda-t-elle. Fatiguée. Soulagée. Un peu effrayée. Effrayée de quoi?
De l'avenir. Je ne sais pas quoi faire maintenant. Je ne sais pas qui je suis sans toute cette confusion. Elle sourit. Clara, vous êtes une fille de 15 ans qui a affronté quelque chose qui laisserait beaucoup d'adultes anéantis. Vous avez eu le courage de vous battre pour vous-même quand personne d'autre ne le ferait. Ça dit tout sur qui vous êtes. Et si je n'arrive pas à aller de l'avant? Et si je reste prisonnière de ça pour toujours? Vous ne resterez pas. Parce que vous êtes plus forte que vous l'imaginez. Votre mère serait très fière. Cette nuit-là, assise sur le lit de la chambre qui devenait vraiment la mienne, j'écrivis une lettre. Pas à mon père, pas à Patricia, mais à moi-même. À la fille effrayée qui avait été abandonnée dans une gare routière il y a quelques mois. Clara, écrivis-je, tu as survécu. Non seulement survécu, mais gagné. Et maintenant tu vas construire une vie meilleure que tout ce qu'il aurait pu te donner. Je pliai la lettre et la rangeai dans le tiroir de la table de chevet. Un jour, quand je serai plus âgée, peut-être que je la relirai et me souviendrai de comment j'étais arrivée là où je serais. Mais pour l'instant, j'avais juste besoin de dormir. Et de rêver de l'avenir qui maintenant, finalement, m'appartenait. 2 mois après le jugement, ma vie s'était installée dans une routine que je n'avais jamais imaginée possible. Je me levais à 7 heures, prenais le petit déjeuner avec tante Sonia avant qu'elle parte au travail, j'étudiais avec la professeure particulière qu'elle avait engagée pour m'aider à rattraper le temps perdu, et l'après-midi je fréquentais des séances de thérapie avec Dr Marina. La thérapie avait été l'idée de tante Sonia, et au début j'avais résisté. Je n'ai pas besoin de psychologue. Je ne suis pas folle comme il voulait que tout le monde le croie. Clara, dit-elle patiemment, personne ne dit que tu es folle. Mais tu as vécu un traumatisme sévère. Parler avec un professionnel peut t'aider à traiter tout ça de façon saine. Docteur Marina était une femme dans la cinquantaine, avec des cheveux bouclés et une façon gentille mais directe de parler. Dans les premières séances, je restais sur la défensive, répondant aux questions par monosyllabes. Comment dormez-vous, Clara? Bien. Et les cauchemars que votre tante a mentionnés? Parfois j'en ai. Vous voulez en parler? Pas vraiment. Mais peu à peu, elle gagna ma confiance. Principalement quand elle m'aida à comprendre que la colère était une émotion valide et nécessaire. Vous avez le droit d'être furieuse, me dit-elle un jeudi après-midi. Votre père a trahi la confiance la plus basique qu'un enfant peut avoir envers un responsable. Vous n'avez pas besoin de pardonner ça pour aller de l'avant. Les gens n'arrêtent pas de me dire que je dois pardonner. Que c'est mon père et qu'au fond il m'aime. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve ça stupide. S'il m'aimait, il n'aurait pas essayé de me faire interner de force pour voler mon argent. Exactement. Et reconnaître ça ne fait pas de vous une mauvaise personne. Ça fait de vous une personne qui sait se protéger. Ce fut durant une de ces séances que Dr Marina mentionna quelque chose qui changerait complètement mes projets pour l'avenir. Clara, avez-vous déjà pensé à utiliser votre expérience pour aider d'autres enfants dans des situations similaires? Comment ça? Vous avez reçu des centaines de lettres d'enfants qui ont vécu des situations pareilles. Votre histoire a inspiré beaucoup de personnes à dénoncer des abus familiaux. Avez-vous pensé à transformer ça en quelque chose de plus grand? Cette nuit-là, je relus quelques-unes des lettres que j'avais reçues. Une attira spécialement mon attention. C'était d'une fille de 13 ans appelée Fernanda, de Guagna. Clara, ma mère est morte l'année dernière et mon beau-père a commencé à toucher à l'argent qui était à moi. Quand j'ai essayé d'en parler à quelqu'un, il a dit que j'étais menteuse et que j'inventais des choses parce que je ne l'aimais pas. Personne ne me croit. En voyant votre histoire à la télé, j'ai pensé. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Je lus la lettre 3 fois. Fernanda était exactement dans la situation où je serais restée si ce n'était pour tante Sonia et pour avoir eu le courage de me battre. Le lendemain, je montrai la lettre à tante Sonia pendant le petit déjeuner. Tante, je veux aider cette fille. Comment? Je ne sais pas encore. Mais je veux faire quelque chose. Elle relut la lettre, pensive. Tu sais que ça peut être dangereux, non? Si tu commences à t'impliquer dans des affaires comme ça, tu vas toucher à des gens puissants, des gens qui ne veulent pas être exposés. Et alors? Quelqu'un doit faire quelque chose. C'est ainsi que naquit le projet Protection Clara. Ça commença petit, je répondais personnellement aux lettres, donnais des conseils sur à qui s'adresser, comment documenter les abus, ou chercher de l'aide légale. Tante Sonia m'aidait avec les aspects juridiques, utilisant ses contacts pour connecter les enfants avec des avocats et assistants sociaux compétents. Le cas de Fernanda fut le premier que nous décidâmes d'enquêter personnellement. Avec l'aide de Dr Santos,
qui était devenu une sorte de mentor, nous réussîmes à contacter un commissariat spécialisé à Guagna. 3 semaines plus tard, son beau-père fut arrêté pour appropriation indue et abus d'autorité. Fernanda m'appela en pleurant quand elle apprit son arrestation. « Clara, je n'arrive pas à croire que ça a marché. Personne ne me croyait, et maintenant ? » « Maintenant tu es libre pour construire ta vie, répondis-je. Et tu as une tante qui veut beaucoup t'aider, non ? Oui. Elle a déjà dit que je peux vivre avec elle. Alors tout va bien se passer. Les nouvelles sur Protection Clara se répandirent rapidement. Des programmes TV commencèrent à m'inviter non plus pour parler de mon propre cas, mais sur le travail que nous faisions. Le projet grandit, nous obtînmes des dons, et réussîmes à engager une psychologue et une assistante sociale pour travailler avec nous. 6 mois après le jugement de mon père, nous étions une petite ONG qui aidait des enfants en situation de vulnérabilité familiale dans tout le pays. Mais le succès apporta aussi des problèmes inattendus. Un matin de mardi, je me réveillai avec tante Sonia frappant à la porte de ma chambre. « Et Clara, réveille-toi. Il y a quelque chose que tu dois voir. » Dans le salon, la télévision montrait un reportage sur moi avec le titre « L'adolescente qui est devenue justicière ». Le journaliste était devant l'immeuble où fonctionnait notre siège provisoire. Clara Mendes, connue pour avoir dénoncé son propre père pour appropriation indue, dirige maintenant une organisation que certains spécialistes considèrent dangereuse. Des critiques allèguent qu'une mineure ne devrait pas enquêter sur des cas familiaux complexes. Le reportage montrait des interviews avec des spécialistes qui disaient que j'étais manipulée par des adultes avec leurs propres intérêts, qu'une adolescente n'avait pas la maturité pour traiter des cas d'abus, que Protection Clara était une opération commerciale déguisée en charité. « Qui paie pour ce reportage ?» demandai-je, furieuse. « Je ne sais pas, mais nous allons le découvrir, dit tante Sonia, prenant déjà le téléphone. La réponse vint 2 jours plus tard, par Dr Santos. « Clara, nous avons enquêté sur la source du reportage. Il a été commandé par un cabinet d'avocats qui représente plusieurs personnes que vous avez aidé à exposer. C'est-à-dire que les abuseurs essaient de me discréditer. » Exactement. Et malheureusement, ça marche. Quelques familles qui avaient demandé votre aide reculent, par peur d'exposition négative. Ce fut un coup dur, mais aussi un signe que nous touchions les bonnes personnes. Parfait, dis-je dans la séance suivante avec Dr Marina. Ça veut dire que nous dérangeons les criminels. Clara, vous devez faire attention. Ce type de travail peut être très destructeur émotionnellement. Et vous êtes encore en train de récupérer de vos propres traumatismes. Je vais bien. Vraiment ? Vous dormez correctement ? Vous mangez adéquatement ? Quand avez-vous fait quelque chose pour le plaisir pour la dernière fois, sans penser au travail ? Les questions m'agacèrent parce que je ne pouvais pas y répondre facilement. Docteur Marina, si je ne le fais pas, qui le fera ? Il existe d'autres personnes qualifiées. Des assistants sociaux, des psychologues, des avocats spécialisés. Qui n'arrivent pas à atteindre ces enfants parce qu'ils ne font pas confiance aux adultes. Avec moi c'est différent. Ils savent que je comprends. C'était vrai, mais je savais aussi que j'utilisais le travail comme une façon d'éviter de traiter mes propres sentiments sur tout ce qui s'était passé. La question surgit de façon dramatique 3 mois plus tard, quand nous reçûmes un cas particulièrement perturbant. Une fille de 12 ans dont le propre grand-père abusait d'elle financièrement et sexuellement, utilisant l'argent de la pension pour décès du père pour faire chanter la famille au silence. Quand je lus le récit, j'eus ma première crise de panique en plusieurs mois. Mes mains transpirèrent, mon cœur s'emballa, et pendant un moment je pensais que j'allais m'évanouir. Tante Sonia me trouva assise par terre dans le bureau, respirant de façon incontrôlée. « Clara, qu'est-ce qui s'est passé ? » Je n'arrive pas ce cas. Elle lut le dossier rapidement et comprit immédiatement. C'est très similaire au vôtre. C'est plus que similaire. C'est comme si c'était une version pire. Cette nuit-là, en séance d'urgence avec Dr Marina, je craquai finalement. Je pensais que j'étais forte, que j'avais surmonté tout. Mais quand j'ai lu ce cas... Clara, vous n'avez pas besoin d'être impliquée dans tous les cas. Vous pouvez aider d'autres façons. Mais elle a besoin de quelqu'un qui comprenne. Et elle l'aura. Nous avons d'autres professionnels dans l'équipe. Votre rôle n'a pas besoin d'être en première ligne de tous les cas traumatisants. Ce fut une leçon difficile, mais nécessaire. J'appris qu'aider d'autres personnes ne signifiait pas me sacrifier complètement, et que prendre soin de moi-même n'était pas de l'égoïsme. Nous changeâmes la structure de Protection Clara. Je continuai comme porte-parole et conseillère, mais nous amenâmes plus de professionnels spécialisés pour traiter les cas les plus complexes.
Et j'établis des limites pour moi-même, pas plus de 2 nouveaux cas par mois, et aucun qui soit très similaire à mon propre traumatisme. Le changement fut libérateur. Pour la première fois en plusieurs mois, je réussis à dormir une nuit entière sans cauchemar. Je commençais à sortir avec de nouveaux amis que je me fis dans la thérapie de groupe pour adolescents. Je m'inscrivis même à un cours de danse, quelque chose que j'avais toujours voulu faire mais n'avais jamais eu l'occasion. « Comment vous sentez-vous d'être une adolescente normale ?» demanda Dr. Marina dans une séance. « Bizarre, admis-je. Pendant si longtemps, toute mon identité était liée à ce que mon père m'avait fait, et puis au travail d'aider d'autres enfants. Être juste. Moi. C'est un peu effrayant. Mais aussi libérateur ? Oui. Beaucoup. C'était comme si je découvrais finalement qui était Clara, la personne, pas Clara, la victime devenue militante. Et cette découverte était étonnamment bonne. 1 an après la condamnation de mon père, je reçus une lettre qui changerait tout à nouveau. Ce n'était pas d'un enfant demandant de l'aide, ni d'un journaliste voulant une interview. C'était de mon père lui-même, écrite de prison. Clara commençait avec une écriture que je reconnus immédiatement, mais qui semblait plus tremblante. « Je sais que je n'ai pas le droit d'espérer que tu lises ça, mais je dois essayer. » Je restai immobile dans le couloir de l'appartement, tenant l'enveloppe avec des mains tremblantes. Tante Sonia était dans la cuisine préparant le déjeuner, et je pouvais entendre le son réconfortant des casseroles et de la radio qui jouait doucement. « Tante, appelai-je, je peux te parler ?» Elle vint jusqu'à moi en s'essuyant les mains sur son tablier, et son expression changea quand elle vit l'enveloppe. « C'est lui ? » Oui. « Tu veux la lire ? » Je ne sais pas. Je pense que oui. Mais je pense aussi que non. Nous nous assîmes ensemble sur le canapé du salon. Tante Sonia tint ma main pendant que j'ouvrais lentement la lettre. « Et Clara, je ne sais pas par où commencer. Je sais que tu dois me haïr, et tu en as tout le droit. Ce que j'ai fait était impardonnable. Mais je veux que tu saches qu'aucun jour ne passe sans que je regrette chaque décision que j'ai prise. La prison m'a donné le temps de réfléchir, de voir comment les choses étaient vraiment. Patricia a arrêté de me rendre visite il y a 6 mois. Ses enfants ne savent même pas où je suis. Et je comprends pourquoi. J'ai été un lâche qui a choisi l'argent plutôt que sa propre fille. J'ai vu à la télé le travail que tu fais avec les enfants. J'ai vu comment tu as transformé quelque chose de terrible en force pour le bien. Ta mère serait fière. Je devrais être fière aussi, mais tout ce que je ressens c'est la honte. Je ne demande pas le pardon parce que je sais que je ne le mérite pas. Je veux juste que tu saches que tu as été la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, et j'ai tout gâché par cupidité et stupidité. Si un jour, dans de nombreuses années, tu veux parler avec moi, je serai ici. Mais si tu ne veux jamais me revoir, je comprendrai. Prends soin de toi, ma fille. Tu es plus forte et meilleure que je ne l'ai jamais été. Quand je terminai de lire, les larmes coulaient sur mon visage. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, exactement. Mais quelque chose de plus complexe. Du soulagement, peut-être. Ou une conclusion. « Comment vous sentez-vous » demanda gentiment tante Sonia. Confuse. Pendant une année entière, je l'ai haï complètement. C'était plus facile comme ça. Maintenant. Maintenant c'est plus compliqué. Il semble vraiment repenti. Il peut l'être. Les gens peuvent changer, spécialement quand ils affrontent les vraies conséquences de leurs actes. Mais ça ne défait pas ce qu'il a fait. Non. Et vous n'avez pas besoin de lui pardonner juste parce qu'il regrette. J'apportai la lettre à la séance de thérapie la semaine suivante. Docteur Marina l'a lue en silence avant de me la rendre. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça ? Je ne sais pas. Une partie de moi veut la jeter et ne plus jamais y penser. Une autre partie veut répondre. Et qu'écririez-vous ? Qu'il a raison. Qu'il a été un lâche. Qu'il a détruit notre famille pour l'argent. Je fis une pause. Mais aussi que... Je ne sais pas, que j'espère qu'il change vraiment. Qu'il apprenne quelque chose de tout ça. Vous sentez que vous avez besoin de répondre pour aller de l'avant ? Je pense que oui. Je passai 2 semaines à écrire la réponse. J'écrivis, déchirai, écrivis à nouveau, laissai de côté, revins écrire. Finalement, j'arrivai à une version qui semblait honnête et complète. Papa. J'ai lu votre lettre plusieurs fois. Vous avez raison sur une chose, ce que vous avez fait était impardonnable. Vous n'avez pas seulement volé mon argent ou vendu ma maison. Vous avez essayé de m'effacer de l'existence pour votre propre bénéfice.
Mais je dois vous dire quelque chose, cette expérience, aussi terrible qu'elle ait été, m'a montré ce dont je suis capable. Elle m'a montré que je peux survivre sans vous, que je peux construire une famille avec des gens qui se soucient vraiment de moi. Tante Sonia m'a officiellement adopté le mois dernier. Maintenant j'ai une vraie mère, quelqu'un qui met mon bien-être au-dessus de tout intérêt financier. J'ai des amis qui me soutiennent, un travail qui me donne un but, et un avenir que je construis moi-même. Vous dites que vous regrettez, et c'est peut-être vrai. Mais sachez que votre repentir n'est pas nécessaire pour ma guérison. Je me suis déjà guérie. J'ai déjà continué ma route. Si vous avez vraiment changé, utilisez ça pour être une meilleure personne quand vous sortirez de prison. Pas pour moi, mais parce que c'est la bonne chose à faire. Clara. PS, arrêtez de m'appeler ma fille. Vous avez perdu ce droit. J'envoyai la lettre et me sentis libre. Comme si j'avais officiellement fermé un chapitre de ma vie qui devait être clos. 2 ans passèrent sans que j'aie de ces nouvelles. Protection Clara grandit et devint une référence nationale. Nous formâmes des partenariats avec d'autres ONG, obtînmes un financement gouvernemental, et je devins une conférencière reconnue sur les droits de l'enfant et de l'adolescent. À 18 ans, je m'inscrivis au cours de droit à l'UNB, avec une bourse intégrale que j'obtins grâce au projet social. Mon objectif était clair, je voulais me spécialiser en droit de la famille et protection des mineurs. Ce fut durant le second semestre de fac que je reçus un appel inattendu. Clara ? Ici Fernanda. Tu te souviens de moi ? Fernanda. La première enfant que nous aidâmes à travers le projet, là-bas de Guagna. Bien sûr que je me souviens. Comment allez-vous ? Bien. Très bien, en fait. J'ai terminé le lycée et j'ai réussi médecine à l'UFG. Je voulais te le dire personnellement. Fernanda, c'est merveilleux. Et je voulais aussi te remercier. Si tu ne m'avais pas aidé à cette époque, tu aurais trouvé un autre moyen. Tu as toujours été forte. Peut-être. Mais avoir quelqu'un qui comprenait, qui avait vécu quelque chose de similaire. Ça a fait toute la différence. Après avoir raccroché, je pensais à comme la vie est étrange. Mon père avait essayé de me détruire pour voler mon avenir, et au final, cette expérience m'avait donné un but que je n'aurais jamais découvert autrement. Cette nuit-là, pendant le dîner, je racontais à tante Sonia l'appel de Fernanda. Vous vous rendez compte de combien de vies vous avez déjà touchées, me demanda-t-elle. Ce n'était pas que moi. C'était toute notre équipe, vous, docteur Santos. Clara, vous avez été le catalyseur. Votre courage d'affronter votre père a inspiré des centaines d'autres enfants à dénoncer leurs abuseurs. Parfois je pense à ce qui serait arrivé s'ils ne m'avaient pas abandonné dans cette gare routière. Qu'est-ce que vous pensez qui serait arrivé ? Probablement il aurait réussi à me faire interner. Ou au moins me garder contrôlée jusqu'à mes 18 ans et avoir accès légal à l'argent. Je fis une pause. J'aurais vécu toute ma vie comme victime, sans jamais découvrir ma propre force. Et maintenant ? Maintenant je sais que je peux affronter n'importe quoi. Que je peux transformer le traumatisme en but, la douleur en force. 3 mois avant l'obtention du diplôme, je reçus une autre lettre de prison. Cette fois, ce n'était pas de mon père. C'était de Patricia. Clara, je sais que vous n'avez aucune raison de m'écouter, mais je dois vous dire la vérité sur certaines choses. Je lus la première ligne et m'arrêtai. Je portai la lettre jusqu'à la cheminée du nouvel appartement que tante Sonia et moi avions acheté ensemble, et la jetai dans le feu sans lire le reste. Certaines portes n'ont pas besoin d'être rouvertes. Certains chapitres ne méritent même pas d'être revisités. Mon nom maintenant est Clara Sonia Blackwood, j'adoptai le nom de jeune fille de tante Sonia quand elle m'adopta officiellement. Clara Mendes mourut dans cette gare routière il y a 5 ans. Celle qui naquit de cette expérience était quelqu'un de plus fort, plus sage, plus capable d'aimer et d'être aimé. À la remise des diplômes, quand mon nom fut appelé pour recevoir le diplôme, je me levai de ma chaise et marchai jusqu'à l'estrade avec la certitude que chaque pas m'éloignait de la fille effrayée que j'avais été un jour, et me rapprochait de la femme que j'avais choisi de devenir. Le public applaudit, tante Sonia pleura de fierté, et je souris sachant que mon vrai voyage ne faisait que commencer. 5 ans plus tard. À 25 ans, j'étais au sommet de ma carrière comme avocate spécialisée en droit de l'enfant. Le cabinet que je montais avec 2 collègues de fac était devenu une référence nationale, et Protection Clara opérait maintenant dans 12 États brésiliens. Mais ce fut un matin d'octobre que ma vie prendrait un nouveau tournant. Clara, il y a quelqu'un ici qui veut vous parler, dit Mariana, ma secrétaire, entrant dans mon bureau avec une expression étrange. Qui est-ce ? Il a dit qu'il s'appelle Bruno. Bruno Carvalho.
Le nom me glaça. Bruno, le beau-fils de mon père. Le garçon de 10 ans qui avait tout vu en silence quand j'avais été abandonnée. Maintenant il aurait 16 ans. Fais-le entrer. Bruno entra dans mon bureau très différent de l'enfant dont je me souvenais. Grand, mince, avec les yeux enfoncés de quelqu'un qui avait vu trop de choses pour son âge. Il portait des vêtements simples et portait un vieux sac à dos. Salut, Clara. Merci de me recevoir. Là, asseyez-vous. Que puis-je faire pour vous? Il resta silencieux un moment, comme s'il rassemblait son courage. Je suis venu vous dire certaines choses. Des choses que vous méritez de savoir. Quel genre de choses? Sur ce qui s'est vraiment passé après votre départ. Sur ma mère et votre père. Et sur d'autres enfants. Je sentis un frisson monter le long de ma colonne vertébrale. D'autres enfants? Ma mère n'a pas arrêté après que vous ayez été emprisonné. Elle a trouvé un autre homme. Et ils font la même chose qu'ils ont faite avec vous. Les 40 minutes suivantes furent parmi les plus perturbantes de ma carrière. Bruno me raconta que Patricia, après avoir purgé 2 ans de prison, avait déménagé au Mato Grosso avec les enfants. Là elle rencontra un veuf riche appelé Rodrigo, qui avait une fille de 14 ans, héritière d'une propriété rurale de valeur. Elle fait exactement le même schéma, dit Bruno, la voix tremblante. Elle a convaincu Rodrigo que la fille, Isabella, a des problèmes mentaux. Elle a déjà réussi à ce qu'il l'isole de la famille de sa mère morte. Il planifie d'interner la fille et de garder tout. Comment savez-vous ça? Parce qu'ils ont essayé de nous utiliser, moi et Mariana, dans le schéma. Ils voulaient qu'on confirme qu'Isabella perturbait la famille, qu'elle était violente avec nous. Il respira profondément. Sauf que cette fois je ne suis plus un enfant effrayé. Cette fois je comprends ce qui se passe. Et Mariana? Ma sœur. Elle a adhéré au plan. Ma mère lui a promis une nouvelle voiture si elle aidait à convaincre tout le monde qu'Isabella est dangereuse. Je sentis une colère familière monter dans ma poitrine. Patricia avait appris de ses erreurs dans mon cas et perfectionnait le système. Bruno, avez-vous des preuves de ça? Il ouvrit son sac à dos et sortit une tablette. J'ai enregistré plusieurs conversations. Et j'ai les messages qu'elle échange avec des avocats et médecins par WhatsApp. Nous passâmes les 2 heures suivantes à analyser le matériel. C'était dévastateur. Patricia avait monté un schéma encore plus sophistiqué cette fois. Documents médicaux faux plus convaincants, témoins préparés, même des preuves plantées de comportement violent de la fille. Bruno, pourquoi faites-vous ça? Pourquoi trahissez-vous votre propre mère? Il me regarda avec une maturité qu'il ne devrait pas avoir à 16 ans. Parce que quand j'étais enfant, j'ai vu ce qu'elle vous a fait et je n'ai rien fait pour aider. Chaque nuit, pendant ces années, je pense à ce jour à la gare routière. À votre visage quand vous avez réalisé que votre père vous abandonnait. Ses mains tremblaient. Je savais que c'était mal, mais j'étais enfant et j'avais peur d'elle. Vous n'étiez qu'un enfant, Bruno. Mais maintenant je ne le suis plus. Et je ne laisserai pas ça arriver à une autre fille. Je ne serai plus complice. Cette nuit-là, j'appelai Dr Santos, qui dirigeait maintenant un commissariat spécialisé en crimes contre mineurs au niveau fédéral. Clara, ce cas que vous m'avez envoyé est explosif, dit-il après avoir analysé le matériel. Si nous arrivons à tout prouver, ce n'est pas seulement Patricia qui tombe. C'est tout un réseau de professionnels corrompus. De quoi avez-vous besoin? Du temps pour monter l'opération. Et vous devez convaincre ce garçon, Bruno, de collaborer officiellement avec l'enquête. J'ai déjà parlé avec lui. Il est disposé. 3 semaines plus tard, l'opération famille fausse était en cours. Agents fédéraux infiltrés, écoutes téléphoniques autorisées, surveillance des comptes bancaires. Pendant ce temps, je voyageais secrètement au Mato Grosso pour connaître personnellement la situation d'Isabella. La fille de 14 ans vivait dans une ferme isolée avec son père, Patricia et les beaux-enfants. Je réussis à l'approcher durant une foire agricole en ville, me faisant passer pour une avocate intéressée à engager des services ruraux. Isabella était une jolie fille, mais avec les yeux tristes et cette posture courbée que je reconnaissais bien, la posture de quelqu'un qui est constamment diminué. Votre belle-mère semble sympa, commentai-je nonchalamment. Patricia? Elle. Isabella regarda autour avec nervosité. Elle dit que j'ai des problèmes. Que j'ai besoin d'un traitement spécial. Quel genre de problème? Agressivité. Elle dit que je la frappe, elle et ses enfants, mais... Je jure que je ne fais pas ça. Parfois je ne me souviens même pas de ce qui s'est passé. Ses mains tremblaient.
Le médecin a dit que je peux avoir des lacunes de mémoire à cause du traumatisme de la mort de ma mère. Médication. Elle droguait la fille pour causer confusion mentale et trop de mémoire, pour ensuite utiliser ça comme preuve d'instabilité. Et Isabella, prenez-vous des médicaments? Plusieurs. Pour l'anxiété, pour dormir, pour la concentration. Patricia contrôle tout. Et votre père? Il sait pour les médicaments? Il lui fait confiance. Il dit que les femmes comprennent mieux ces trucs de santé mentale. Quand je revins à Brasilia, j'avais des informations suffisantes pour compléter notre enquête. Le profil se répétait exactement: isolement de la victime, administration de médicaments non nécessaires, construction d'un historique faux d'instabilité mentale, et préparation pour internement forcé. La différence, c'est que cette fois, nous étions prêts. L'opération fut déclenchée un matin de jeudi. Des dizaines d'agents fédéraux accomplirent simultanément des mandats dans 3 États, Mato Grosso, où était Patricia, Sao Paulo, où opérait le médecin qui signait les rapports faux, et Guaya, où fonctionnait la clinique psychiatrique qui recevait les victimes. J'accompagnai personnellement l'arrestation de Patricia. Quand les agents arrivèrent à la ferme, elle essaya de maintenir la façade de mère inquiète. Je ne comprends pas ce qui se passe. Nous essayons juste d'aider une fille avec de sérieux problèmes mentaux. Madame Patricia Carvalho, dit le commissaire responsable, vous êtes arrêtée pour formation de gang, falsification de documents, escroquerie, séquestration et maltraitance de mineurs. Ce fut quand elle me vit, sortant du véhicule. Son visage changea complètement. Le masque de femme inquiète tomba, révélant la haine pure qu'elle avait toujours ressentie pour moi. Vous, elle cracha. Vindicative. Vous ne pouvez pas surmonter le passé. Je marchai vers elle lentement, me souvenant de la fille de 15 ans qui avait été intimidée par cette femme. Patricia, ce n'est pas de la vengeance. C'est la justice. Vous n'avez rien appris la première fois que vous avez été emprisonnée. J'essayais de reconstruire ma vie. Vous essayez de détruire la vie d'un autre enfant. Exactement comme vous avez essayé de détruire la mienne. Les agents l'emmenèrent, criant encore sur la persécution et l'injustice. Rodrigo, le père d'Isabella, fut arrêté comme complice. Les enquêtes révélèrent qu'il connaissait le schéma depuis le début et participait activement, espérant garder une partie de l'héritage de sa propre fille. Mariana, la fille de Patricia qui avait accepté de participer au schéma, fut internée dans une clinique pour mineurs délinquants. À 18 ans, elle était légalement adulte et responsable de ses actes. Bruno resta sous ma tutelle temporaire pendant que le conseil tutélaire cherchait une famille adéquate pour lui. Durant ces semaines, nous eûmes plusieurs conversations profondes. Vous regrettez d'avoir dénoncé votre mère, demandai-je un soir, pendant que nous dînions dans mon appartement. Non. Mais c'est étrange. Pendant des années, j'ai fait des cauchemars avec ce jour à la gare routière. Avec votre visage de peur et d'abandon. Maintenant que j'ai fait la bonne chose, les cauchemars ont arrêté. Parfois porter la culpabilité est pire qu'affronter les conséquences de faire ce qui est juste. Clara, puis-je vous demander quelque chose? Bien sûr. Vous haïssez ma mère? Je pensais soigneusement à la réponse. Non, Bruno. J'ai pitié d'elle. La haïr serait lui donner un pouvoir sur ma vie qu'elle ne mérite pas d'avoir. C'est une personne malade qui a besoin de traitement, mais qui doit aussi être empêchée de faire du mal aux autres. Et mon père biologique. Enfin, votre père? Je ne le hais pas non plus. Il a pris des décisions terribles qui ont eu des conséquences terribles. Mais cette expérience m'a mené vers des endroits que je n'aurais jamais découverts seule. Isabella récupéra étonnamment vite après qu'elle arrêtèrent de la surmédicaliser. La tante maternelle obtint sa garde et elle retourna étudier normalement. 6 mois plus tard, je reçus une lettre d'elle me remerciant et disant qu'elle voulait étudier le droit pour aider d'autres enfants. Le jugement de Patricia fut plus rapide que celui de mon père l'avait été. L'épreuve était écrasante, et elle avait des antécédents. Elle fut condamnée à 12 ans de prison, sans possibilité de réduction de peine. Durant sa dernière prise de parole au tribunal, elle me regarda directement. « Vous avez détruit 2 familles par pure vengeance, dit-elle. J'espère que vous arrivez à vivre avec ça. » Je me levai de la chaise où j'assistais au jugement et demandai la permission de parler au juge. « Votre honneur, l'accusé dit que j'ai détruit 2 familles. Mais les vraies familles ne se construisent pas sur des mensonges, vols et abus. Ce qu'elle appelle famille étaient des associations criminelles déguisées en noyau familial. Je n'ai rien détruit, j'ai exposé la vérité. » Je regardai directement Patricia. Et quant à la vengeance? Si chercher la justice pour des enfants sans défense c'est de la vengeance, alors oui,
je suis vindicative. Et je vais continuer à l'être. 3 ans passèrent depuis le jugement de Patricia. Protection Clara opère maintenant nationalement et a déjà aidé plus de 1000 enfants dans des situations similaires à la mienne. J'écrivis un livre sur mon expérience, qui devint best-seller et est utilisé dans des cours de droit et psychologie. Bruno trouva une famille adoptive merveilleuse, un couple de professeurs qui ont toujours voulu des enfants. Aujourd'hui il est en dernière année de lycée et veut étudier le journalisme d'investigation. Isabella se diplôma du lycée avec les honneurs et est en 2e année de droit dans une université fédérale. Nous correspondons régulièrement, et elle est devenue une sorte de petite sœur que je n'ai jamais eue. Fernanda, la première enfant que j'aidais, se diplôma en médecine et fait sa résidence en psychiatrie infantile. Elle dit qu'elle veut se spécialiser en traumatisme familial. La semaine dernière, je reçus une dernière lettre de prison. Cette fois, c'était vraiment de mon père. Clara, j'ai vu à la télévision le jugement de Patricia et son arrestation. J'ai finalement compris la vraie dimension de ce qu'elle m'avait convaincu de vous faire. Elle m'a manipulé, m'a fait croire que vous étiez un obstacle à notre bonheur familial. Je ne demande pas pardon à nouveau parce que je sais que je ne le mérite pas. Mais je veux que vous sachiez que je ressens de la fierté pour la femme que vous êtes devenue, même en sachant que je n'ai pas le droit de ressentir ça. Quand je sortirai de prison, je vais passer le reste de ma vie à essayer de faire du bien dans le monde, ne serait-ce que pour compenser une petite partie du mal que j'ai causé. Vous avez transformé la pire trahison de votre vie en la plus grande force de votre existence. Ça dit tout sur qui vous êtes vraiment. Cette fois, je ne répondis pas. Certaines conversations ont besoin de se terminer dans le silence. Aujourd'hui, à 28 ans, je me réveille tous les jours dans une maison que j'ai moi-même achetée, dans une vie que j'ai moi-même construite, entourée de personnes que j'ai choisi d'avoir à mes côtés. Tante Sonia, maintenant officiellement ma mère, habite une maison dans le même lotissement que la mienne. J'ai un petit ami merveilleux que j'ai rencontré en post-graduation et qui comprend parfaitement pourquoi mon travail est plus qu'une profession, c'est une mission de vie. Tous les matins, je me regarde dans le miroir et ne vois pas les yeux effrayés de la fille de 15 ans qui fut abandonnée dans une gare routière, mais les yeux déterminés de la femme qui a décidé de transformer abandon en but, trahison en force, et traumatisme en outil de guérison. Mon père croyait qu'il me jetait quand il me laissa sur ce banc froid. Patricia croyait qu'elle me détruisait quand elle planifia mon internement forcé. Aucun des deux n'imaginait qu'ils étaient, en réalité, en train de me libérer. Me libérant d'une famille toxique qui me voyait comme objet et non comme personne. Me libérant d'une vie petite où je serais toujours la fille soumise et manipulée. Me libérant pour découvrir ma propre force et l'utiliser pour protéger d'autres enfants qui ont vécu ce que j'ai vécu. Si je pouvais retourner dans le temps et éviter tout ce qui s'est passé, je ne le ferais pas. Chaque moment de douleur, chaque nuit de larmes, chaque jour de peur ont valu la peine pour me transformer en la personne que je suis aujourd'hui. Et quand je rencontre un enfant abandonné, effrayé, ne sachant à qui faire confiance, je peux regarder dans ses yeux et dire avec une absolue certitude, je comprends. Et ensemble, nous allons trouver un moyen pour que vous non seulement surviviez, mais prospériez. Parce que c'est ce que nous faisons. Nous ne faisons pas que survivre aux personnes qui auraient dû nous aimer mais ont choisi de nous trahir. Nous prospérons malgré elles. Et parfois, quand nous avons de la chance et assez de courage, nous réussissons à empêcher qu'elles fassent aux autres ce qu'elles nous ont fait. C'est ma vengeance, vivre une vie pleine et heureuse, et utiliser mon expérience pour rendre le monde un endroit plus sûr pour les enfants comme j'ai été un jour. Il n'existe pas de vengeance plus douce que le succès construit sur les décombres de la tentative de destruction de quelqu'un. Et je suis, tous les jours, la preuve vivante qu'il est possible de transformer le pire qui nous arrive en le meilleur que nous pouvons offrir au monde.